Au moment où à la télévision, dans les médias, etc., on nous met en avant que l'égalité, que la liberté, que l'homme moderne, c'est quelqu'un qui voyage, qui passe par Internet, qui circule dans le monde entier, pour une partie de la population, le monde est devenu un village, et pour une autre, le pays s'est rétréci au quartier, voire à la rue, peut-être la cage d'escalier pour certains. Ça fait 10% de chômage. Ça ne veut rien dire. Il faut qu'on arrête, n'entrant plus dans le piège de raisonner en termes de moyenne. Il faut regarder, si on veut regarder le taux de la misère, le taux de la précarité, le taux du chômage, etc., il faut l'analyser en fonction de sa répartition géographique. Il y a des lieux dans lesquels c'est du 50% pour les 16-25 ans et d'autres pour lesquels c'est du 5%. Si vous amalgamez tout ça au niveau national, vous avez un 10%, mais qui ne veut rien dire, qui ne signifie pas le degré de souffrance, de violence sociale vécue dans l'ensemble des quartiers populaires. Les mots que j'emploie sont des mots choisis. Je ne parle pas de banlieue. Nous sommes tous piégés par un certain nombre de termes. Le terme banlieue nous habitue à présenter les situations comme si elles étaient un espace géographique simplement. C'est parce que ces lieux est éloigné du centre, etc., qui posent problème, ou que ces habitants ont des problèmes. En réalité, ce sont des quartiers populaires. La manière de parler des lieux, il faut en parler avec leur composition sociale. Je ne parle pas d'émeute. Derrière le mot émeute, on a l'impression qu'il y a un projet plus ou moins construit, avec un objectif plus ou moins clair. Ça n'est pas une émeute, c'est une révolte. C'est une révolte contre une vie qu'on ne peut plus supporter. On peut ne pas partager les formes qui ont été prises, mais c'est une révolte, au sens plein du terme. Dans d'autres circonstances, on n'hésite pas, quand c'est d'autres catégories sociales, à parler de révolte. Et de la caractériser au niveau social et politique. Ici, comme il s'agit d'un certain nombre de quartiers populaires habités par un certain type d'habitants, eh bien, on va en parler soit de manière ethnique, soit de manière uniquement géographique. On ne veut pas vivre ce qu'ont vécu nos grands frères. Cette phrase peut paraître banale, elle est lourde de sens. À mon époque, mais il y a encore une quinzaine, une vingtaine d'années, nous disions « Nous ne voulons pas vivre ce qu'ont vécu nos parents. Nous ne voulons pas être comme nos parents, des travailleurs immigrés sans droit, qu'on n'écoute pas, qu'on méprise, etc. Donc nous ne voulons pas vivre comme nos parents. » Les jeunes d'aujourd'hui disent « Nous ne voulons pas vivre comme nos grands frères. » Ce qui veut dire qu'il y a entre les deux une génération entière, qui est une génération entre guillemets sacrifiée, et que ces jeunes ont grandi avec le spectacle de grands frères et de grandes sœurs, ne trouvant pas d'emploi, étant obligés de rester à la maison jusqu'à 35-40 ans, de se marier, parfois de ne pas pouvoir décohabiter, le spectacle de grands frères se tuant avec la toxicomanie, le spectacle de grands frères avec des séjours en prison, etc. Nous sommes avec la génération des petits frères de ceux qui ont payé la crise économique qui, comme vous le savez, a d'abord touché les milieux populaires et dans les milieux populaires a touché encore plus fortement les membres des milieux populaires issus non pas de l'immigration, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe de débat, mais de l'immigration postcoloniale, comme disait Sayad, de l'immigration, enfin les personnes issues de la colonisation. On a brûlé des voitures symboles de la circulation par excellence, au moment même où toutes les études sociologiques montrent que quand vous êtes touché par la pauvreté, par la précarité, vous avez tendance à vous enfermer dans des lieux de plus en plus petits. La cage d'escalier, je ne bouge pas. Mon quartier, je ne bouge pas du quartier pour aller où? Puisque l'extérieur n'est pas vécu comme étant pour moi. Au moment où à la télévision, dans les médias, etc., on nous met en avant que l'égalité, que la liberté, que l'homme moderne, c'est quelqu'un qui voyage, qui passe par Internet, qui circule dans le monde entier, pour une partie de la population, le monde est devenu un village, et pour une autre, le pays s'est rétréci au quartier, voire à la rue, peut-être la cage d'escalier pour certains. On voit bien là qu'il y a une dualité dans notre société qui s'est mise en place, et les voitures. Quand on pense qu'on ne peut pas circuler, que ça ne sert à rien de circuler, pourquoi je circulerai, pourquoi je sortirai de mon quartier? Eh bien, c'est là aussi un symbole. Je terminerai, pour laisser de la place au débat, en quand même nous posant la question des réactions et des explications qui nous ont été données. Je serai très rapide, mais elles sont quand même illustrantes d'un mépris social vis-à-vis, non pas simplement de ces jeunes, mais de leurs parents, de leur quartier, de leur milieu social, la classe ouvrière, le monde populaire. On a eu affaire du milieu social. Je rappelle quand même les principales, y compris pour certains à gauche, voire à l'extrême gauche. Des explications en termes de lumpen prolétariat, le sous-prolétariat. Donc ces jeunes seraient des asociaux.
C'est ce qu'a essayé d'ailleurs de mettre en avant M. Sarkozy en disant la majorité de ces jeunes, 80% a-t-il dit une fois, après d'ailleurs il était contradictoire dans les chiffres, sont connus des services de police. Vous savez où est le mensonge? Oui, 80% sont connus. Pas des services de police, des services sociaux. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que la misère, oui, elle est là. Oui, ces jeunes sont les enfants de la misère. Oui, ces jeunes sont les enfants de familles miséreuses. Oui, leurs parents ne sont pas d'accord avec le fait qu'ils brûlent ça, mais ces jeunes ont entendu chez eux des fins de mois difficiles, l'absence d'espoir social, le papa au chômage, le grand frère au chômage, etc. Et eux arrivent, échec scolaire, 16 ans, 15 ans, 16 ans, la question de l'entrée sur le monde de l'emploi arrive au moment où je suis persuadé que j'en aurai pas. Ça n'est pas du lumpenprolétariat, ça. C'est pas des asociaux, ça. C'est des gens avec qui on peut avoir des divergences sur les formes prises, mais en termes d'explication, on n'est pas sur un délire d'asocial, de gens malades, etc. Eh bien, et en plus, c'est un sacré mépris. Parce que oui, moi j'ai interviewé des pères de famille, maghrébins ou d'Afrique noire, ou non issus de l'immigration, mais de milieux ouvriers, me dire, en éclatant en larmes, comment voulez-vous que je dise à mon fils de rentrer à telle heure alors que je le nourris même plus? C'est-à-dire qu'il a construit toute son identité de travailleur autour du travail. Oui, mais c'est pas de la démission, ça. Hein. C'est pas de la démission. Ça, c'est des hommes blessés. Blessés par une société, blessés par le chômage, etc. Or, quand on dit démission, on dit une intention volontaire d'abandonner quelque chose. C'est dans ce sens-là que je pense que c'est du mépris social qui est en jeu là derrière. Alors, je pense que on a eu dans les explications l'expression d'un mépris social, et on a eu la preuve de ce que j'appelle la déconnexion. Il y a aujourd'hui une déconnexion. Je terminerai en vous disant que, regardez la télé, on n'a jamais vu, depuis que ça s'est arrêté, autant de jeunes maghrébins et de jeunes africains noirs qui ont créé des entreprises. C'est quand même extraordinaire, vous les voyez à la télé. Ils poussent comme des champignons, et c'est à donner l'exemple. Ça ne vous rappelle pas ce que disait, je crois, un certain Balladur sur « mais les chômeurs, ils peuvent créer leur entreprise ». C'est-à-dire que c'est plus un problème d'emploi, ça ne sert à rien il ne s'agit pas d'interroger le marché de l'emploi, de condamner des employeurs qui font de la discrimination, il ne s'agit plus de ça. Il s'agit, si vous voulez vous en sortir, créer votre entreprise. Il y a un message explicite et un message implicite. Le message explicite, c'est créer votre entreprise. Le message implicite, c'est quoi? Celui qui ne le crée pas et qui est dans la misère, c'est de sa faute. Il fallait qu'il crée son entreprise. C'est ça qu'on nous met en avant. Et les Mohamed et les Mamadou qui acceptent de passer à la télé en disant oui, regardez, je m'en suis sorti, ils portent une lourde responsabilité. Ils portent une lourde responsabilité. Parce que les Mohamed et les Mamadou qui ont créé une entreprise, tant mieux pour eux. Mais qu'ils arrêtent de passer à la télé pour assommer les jeunes qui n'ont même pas de boulot et qui essayent de s'en sortir. En réalité, je terminerai là-dessus, nous sommes devant un vrai tournant. Nous sommes dans une période dans laquelle le mode de gestion de la crise actuelle, ça a été de parcelliser le monde populaire. Il est pour moi parcellisé en au moins 3 catégories. Et ces 3 catégories qui auraient intérêt à s'unir et qui sont, pour l'instant, et de plus en plus, ça sera de notre responsabilité de le diminuer, qui ont tendance à se séparer, à se distancier. Il y a d'abord la catégorie des salariés stables, ceux qui ont encore la chance d'avoir un emploi. Et qui sont dans un monde avec leurs problèmes, leurs difficultés de fin de mois, etc. Mais c'est les salariés stables. Je ne parle pas des bourgeois, je parle bien des salariés. Là. Puis vous avez une seconde catégorie, ce sont les précaires blancs. Pour moi, le terme blanc n'est pas un terme péjoratif. Hein. C'est une expression de notre société, on distingue blanc et pas blanc. Un jour, on oubliera ce mot parce qu'on ne distinguera plus. Mais pour l'instant, tant que ça fonctionne, je l'utilise. Les précaires blancs. Bien, les précaires blancs, ce sont des gens qui sont dans la vie au jour le jour, etc. Et qui, dans les chances d'accéder à un emploi, eh bien, ont toute une série de difficultés. Et puis, vous avez les précaires non blancs. Hein, arabes ou noirs, qui eux ont les mêmes difficultés que les précaires blancs multipliés par 2. Dans l'accès au logement, dans l'accès au travail, dans l'accès à la santé, etc. Tous les chiffres le montrent. Hein. Si jamais on vous dit que ça n'existe pas, ça fait au moins 10 ans qu'il y a un accord de toutes les études sur les ampleurs de la discrimination. Ça fait au moins 10 ans. Et il faut attendre que ça brûle pour que le gouvernement dise oui, c'est vraiment grave. Oui. Ça fait 10 ans qu'on le sait. Et aujourd'hui, il dit c'est vraiment grave, vous verrez dans 6 mois, je ne suis pas sûr qu'on en parle encore. Eh bien, il y a parcellisation de ces trois dimensions. Ce que je voudrais juste souligner, et j'en terminerai là-dessus, c'est que ce gouvernement, à dessein, utilise ces 3 catégories pour diviser ceux qui devraient être unis et pour unir ceux qui devraient être divisés. Ne croyez pas que Racaille, Karcher,
etc., ça soit le fait du hasard.